Bonsoir Somine. Oui, bonjour Tom. Alors Somine, nous sommes arrivés au deuxième CITREP. Nous sommes le 21 novembre 2018. Alors il s'est passé un laps de temps important entre le premier et ce second CITREP. C'est que évidemment il y a tout un travail d'archivage, enfin de recherche d'archives, de recherche historique, hein, qui ne sont pas le travail typique pour un CITREP. Un CITREP, je rappelle, c'est un rapport de situation qui est lié à l'actualité. Alors que là, on est dans ton cas, on est en train toujours de chercher dans l'histoire des deux Corées les éléments qui nous permettront ultérieurement de parler des sujets d'actualité. Chacun et chacune de ceux qui auront écouté donc les CITREP auront déjà une somme importante de connaissances sur l'histoire des deux Corées qui permettront d'éclairer en fait l'actualité qui sera abordée dans les CITREP ultérieurs, ce qu'on commence déjà à faire d'ailleurs dans ce qu'on a fait dans le CITREP numéro 1 et ce qu'on va faire aussi dans le CITREP numéro 2. Mais bon, voilà, c'était important d'éclaircir ce point-là. Alors, Somine, je crois savoir que tu veux commencer ton CITREP par la réponse à quelques commentaires. Donc, je te laisse la parole. Merci, Somine. Oui, bon, écoute, bon, on peut pas parler vraiment de l'histoire, hein, mais j'essaye de quand même un petit peu planter un peu le décor, si tu veux, avec une vaste connaissance des années précédentes, hein, de ce Oui. qui s'est passé en Corée du Nord et du Sud, hein, parce que moi-même, je suis pas très très bonne dans la grande histoire, hein, mais ça, c'est des éléments importants pour comprendre ce qui se passe. Et puis bon, c'est des connaissances un peu de base, hein, voilà, ce que je raconte, hein. Mhm. Donc, écoute, la réponse, c'était un commentaire d'un internaute, je crois, sur un site, hein, qui a vu le site REP et qui m'a demandé qui mettait un petit peu en doute, hein, si j'avais vraiment des bonnes informations par rapport aux chiffres que j'avançais sur la famine en Corée du Nord entre 94 et 98. Donc, j'avais annoncé 33 000 personnes de décédées. Eh bien, oui, effectivement, c'est des rapports. Je ne suis pas une professionnelle ni de journaliste, donc j'ai pas noté tout, mais j'ai retrouvé les éléments que c'est d'après un rapport démographique des Nations Unies qui a fait une recherche après, hein, bien après, puisque c'est sorti en 2008. Et ce chiffre a été confirmé aussi en 2010 par une étude japonaise. Parce D'accord. qu'en fait, les Japonais, ils ont toujours gardé aussi un lien d'études, hein, avec de la Corée du Nord, hein. Et par contre, en Corée du Sud, nous, on ne pouvait pas aller en Corée du Nord. Mhm. Mais au Japon, il y a une communauté aussi de Coréens et qui avait une relation, si tu veux, avec la Corée du Nord, ainsi qu'aux États-Unis aussi. Il y a une communauté de Coréens qui se sont immigrés là-bas depuis les années 70 à peu près. Donc, ils sont assez importants, qui fait que, oui, eux, ils pouvaient aller aussi en Corée du Nord, jusqu'à l'interdiction récente de l'année dernière de visite qui était, voilà, il y a eu une interdiction par le gouvernement américain à Ah, la suite des échanges de tensions entre deux pays. d'accord. À part ça, il y a eu toujours des échanges, hein, quand même. Voilà, donc c'était un chiffre basé sur le rapport des Nations Unies, c'est ça que je voulais dire. Et puis bon, je ne suis pas non plus à avancer des choses que je ne connais pas, hein, donc voilà, moi-même je cherche des informations et de vérifier au maximum sur Internet, hein, et puis surtout des bases plus fiables. Voilà. Mhm. Donc c'était surtout ça que je voulais vous dire. Et puis aujourd'hui, sinon, je voudrais parler un peu plus de la Corée du Sud, hein, parce que j'ai parlé surtout de la Corée du Nord la dernière fois, et la Corée du Sud étant mon pays natal, donc je peux voilà, vous en parler un peu plus, hein. Et avant ça, je voulais, vous voyez ces photos aussi des bases militaires américaines, qui sont dans le monde actuellement et en Asie. Bien sûr, j'ai une photo un peu plus rapprochée de l'Asie.
Alors, c'est donc d'après les informations de 2017 sur Wikipédia, les bases militaires américaines sont répandues dans 177 pays Mm. dans le monde et le nombre total des militaires sont évalués à 200 000 personnes. 200 000 militaires. Ce qui représente 10% du corps de l'armée américaine. Okay. Voilà. Donc, je crois que toutes ces bases, à peu près, reviennent entre 800 et 1000 bases. Hein. Mais je pense qu'il y a aussi des bases qui ne sont pas comptées, forcément. Et donc, déjà, pour la base importante, c'est l'Allemagne. En Allemagne, il y a donc, le stationnement de 54 000 militaires. Mm-hmm. Et en Italie, 10 000. Voilà, je voulais parler de ces deux pays parce que c'est en Europe aussi. Et le deuxième, en fait, après l'Allemagne, c'est le Japon, avec 40 000 stationnements. Et en Corée, il y a 24 000. Voilà, de soldats américains. Donc, c'est absolument gigantesque. Hein. Je crois que la Corée, ça doit être 4e ou 5e dans le monde. Et donc, on est totalement encerclé. Voilà. Donc, autrement, sur les bases en Corée du Sud, il y a 7 bases. Et en plus, avec des accords militaires entre le pays de stationnement et les États-Unis, je crois qu'il y a aussi des utilisations communes des ports et des bases. Hein. Donc, il n'y a pas que les bases déclarées, il y a aussi les bases du pays de stationnement qui sont aussi utilisées, tu vois. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment, c'est comme s'ils étaient partout chez eux, finalement. Oui. Voilà. Donc, toutes ces bases, donc en Corée du Sud, il y a 7 bases. Et en fait, ça a commencé il y a longtemps, puisque tout de suite après la fin de la guerre de Corée en 1953, donc les bases ils se sont installés en stationnement permanent. Mmh. Donc il y a le Japon aussi, tout de suite après la Deuxième Guerre. Hein, donc ça a été vraiment une mainmise sur le Pacifique, sur l'Asie de l'Est, parce que pour eux, je pense, ça fait partie vraiment d'occupation du Pacifique. Hein, c'est la politique globale du Pacifique. Voilà, donc je voulais aussi vous dire, il y a un contrat donc, de statut de stationnement militaire qui s'appelle le contrat SOFA. Mais en fait, c'est statut de stationnement militaire. Si vous cherchez SOFA, vous allez trouver qui sont donc contractés entre le pays de stationnement et les États-Unis. Et donc, ce contrat est très dangereux parce que c'est un contrat, je pense qu'il y a des variances selon le pays, mais en Corée, par exemple, ce contrat a été révisé en 2001. D'accord. Voilà. Et alors que, il y a eu plusieurs contrats, j'imagine, depuis la fin de la Deuxième Guerre. Hein. Tu sais, ils mettent à jour au fur et à mesure. Mm-hmm. Et donc, ce qui était un peu scandaleux, c'est qu'en Corée, je pense que c'est selon les pays de négociation, c'est-à-dire, en fait, c'est un contrat qui protège entièrement les militaires stationnés dans le pays. C'est-à-dire... Sur le plan juridique, c'est ça? Oui, sur le plan juridique. Mais puisque le pays accepte, si tu veux, ce contrat, oui. Ça veut dire ils sont totalement protégés par la loi américaine, par ce contrat particulier, tu vois. Donc, ils ne sont même pas jugés dans le pays. S'il y a des délinquances, des crimes, n'importe, tu vois, il y a toujours des débordements. Quand il y a des centaines de milliers de personnes qui restent en séjour, tu vois, et qui sortent en plus le week-end. Je veux dire, ils ont des horaires, tu vois, de liberté. On a apparemment la même chose du côté d'Okinawa. L'île d'Okinawa où il y a effectivement une base militaire américaine, où on a des incidents qui se sont produits. Apparemment, il y a eu même des viols, c'est-à-dire que des soldats ont commis des viols sans avoir été inquiétés visiblement, et donc la population d'Okinawa est remontée comme une horloge, un coucou suisse.
Et ouais, ils sont déterminés à faire fermer cette base pour l'envoyer au Japon. Enfin, c'est le Japon, hein, ouais. Okinawa, mais ils sont extrêmement irrités par la présence, effectivement, des soldats américains qui apparemment ont le même statut qu'en Corée, c'est-à-dire extraterritorialité de leur juridique, hein, donc Ouais. immunité en quelque sorte, quoi. Voilà, ça donne une immunité à ces soldats hein, stationnés. Et évidemment, Okinawa, c'est une très grande base aussi, hein, avec oui, oui, c'est une des plus grandes, hein, je crois, en Asie. Mm. Et en Corée, pareil, hein, on a eu vraiment des scandales énormes avec des incidents, des crimes commis par les militaires. Et puis évidemment, ces militaires, tu vois, ils vont sortir en ville le week-end, hein, ils vont pas rester à la base. Hein. Bah oui. Donc voilà, ça fait des milliers de personnes qui se baladent. Et c'est totalement scandaleux de dire qu'ils sont protégés par une loi américaine et que le pays de stationnement ne puisse pas les juger, tu vois. Mhm. Donc, il y a eu beaucoup d'incidents en Corée, évidemment. Il y a eu même des accidents de voiture. Et là, ils sont pas condamnés, tu vois, par exemple. Bon, on leur dit de faire attention, j'imagine, mais il suffit qu'ils soient, je sais pas, ivres ou drogués, ou j'en sais rien, tu Oui. vois. Parce que je sais que la discipline dans l'armée américaine, j'ai pas l'impression que c'est une des meilleures, tu vois. Oui. Donc, voilà, donc tout ça qui fait que le contrat SOFA est quelque chose qui nous a révolté énormément, hein, qui a été révisé en plus en, au profit de l'armée américaine. Hein. Mhm. Donc, évidemment, comme au Japon, à Okinawa pareil, si tu vois, les résidents sont totalement scandalisés par leur propre gouvernement. Tu Oui. vois, on est Mhm. obligé de protester contre le gouvernement. Oui. Parce que le problème, c'est ces gouvernements, tu vois, qui ont fait des accords et sans demander à personne, si tu veux. Donc, j'imagine, il y a des complicités, tu vois, au niveau des militaires, des services, tu vois, du pays. Hein. Donc, Ou simplement de la soumission, c'est-à-dire que à partir ouais, du, enfin, on connaît les méthodes américaines, hein, c'est-à-dire que quand c'est officieux, en général, c'est accompagné d'un certain nombre de menaces assez virulentes, hein, donc même s'il n'y oui, a pas de complicité active, il peut y avoir une soumission liée à ça, quoi. voilà, ça peut être la soumission totale hein, dans ce cas-là. Mais bon, à la fois, je sais que tu sais, plus longtemps, aussi longtemps qu'il reste, en fait, il y a des échanges qui se passent hein, avec les pouvoirs en place hein, dans les gouvernements de chaque pays, hein, je pense. De toute façon, aucun stationnement est autorisé par un gouvernement sans qu'il y ait une contrepartie, que Oui, ça soit économique, tu vois, oui, n'importe, hein, c'est multiple, hein, ces intérêts-là. Donc, tu vois, nous, on n'a pas accès à ces détails. Et d'accord. autrement, voilà, donc, de toute façon, c'est donc, je me suis dit, en ce moment, en France, quand je vois comment on s'accroche aux États-Unis, je me dis, on finirait par avoir des bases américaines en France. Bah, du Tu fait vois. déjà de réintégrer l'OTAN depuis la décision inique de Nicolas Sarkozy, oui, malheureusement, le risque est là, hein, c'est très net. Ouais, ouais, parce qu'il y a déjà, tu vois, il y a déjà la Pologne, l'Allemagne, tu vois, partout, quoi. Donc, c'est des très grandes bases, hein, il me semble. Oui, Et donc, il manquerait que tu vois, une base en France et en Italie, hein, ils ont des grandes bases, hein. oui, Donc, absolument. l'Italie sert à occuper aussi, de contrôler la Méditerranée, tu vois. Mm, mm. Donc, bon, écoute, avec un gouvernement qui a l'air de s'accrocher aux États-Unis, je me dis, il manquerait que ça, tu vois, Oui, pour avoir des bases en France maintenant. Autrement, bon, écoute, donc tous ces contrats abusifs hein, des stationnements, donc c'est à éviter absolument à tous les pays. C'est-à-dire, il faut, je sais pas, c'est vraiment un état général du monde, tu vois. mhm. C'est-à-dire, en 50 ans, ils ont grignoté partout, partout, pour encercler, si tu veux, les puissances. Bah, la Euh, Russie et la Chine, hein, Voilà, c'est la Russie et la Chine hein, qui veulent encercler, donc tu vois, et que avec du chantage économique, tu vois, de toutes sortes, mm, ils ont mm, réussi à s'installer partout. Voilà. mm. Donc après opération, je voulais vous dire aussi donc dans ces bases, ce qui se passe est totalement protégé puisqu'ils sont pas soumis à la loi
du sol. Donc, qui fait on soupçonne très fortement en Corée, dans les bases, il y a eu des trafics des produits dangereux. Avec, ouais. Donc, en fait, il y a une espèce pour les hauts gradés de l'armée, je pense, ils ont un statut diplomatique qui sont, voilà, qui doivent être dans l'accord, tu vois, comme quoi en disant c'est du secret militaire, mais dans la valise de secret militaire, il se passe beaucoup de choses aussi. Ils peuvent aussi transporter des virus, tu sais, des germes, ou de l'arme biologique, simplement, quoi. Oui. Parce que, et puis dans ces bases, on n'a pas accès aux laboratoires. Par exemple, ils ont des laboratoires. Tu as vu récemment en Géorgie, qu'il y a eu ce laboratoire qui a affûté des germes, apparemment, tu vois. Donc, oui, ça avait été l'objet d'une protestation diplomatique sérieuse des Russes, puisque la Géorgie est frontalière avec la Fédération de Russie, et la Russie a dénoncé en plus un certain nombre de victimes, c'est-à-dire que les recherches avaient produit un nombre important de morts, de cobayes humains qui ont été finalement assassinés par les recherches du laboratoire, qui était directement lié au service secret américain apparemment. Oui, je pense, c'est un laboratoire qui est dirigé par la CIA et par leur programme d'armement biologique, tu vois. Donc, il y a eu vraiment des cobayes, civils. Et puis, ce qui est dangereux, ces gens-là, en fait, puisque la souveraineté du pays de stationnement n'est pas respectée, ni conservée volontairement, qui fait qu'ils peuvent même passer des accords avec des hôpitaux, si tu veux, et faire transiter, par exemple, pour des tests, tu vois, de biologique, des choses comme ça, sans que la société civile soit au courant, tu vois. Donc, voilà, tous ces dérives sont extrêmement dangereux pour tous les pays qui sont concernés. Et je pense en Corée, je pense maintenant, même aller à l'hôpital, tu sais pas ce qu'ils vont te faire, quoi. Oui. C'est ça. En fait, ils peuvent très bien dire, on a un nouveau traitement, tu vois, et puis on va savoir ce que c'est. Donc, est-ce que c'est pas un test de l'armée américaine aussi, tu vois, qui sont, à surveiller. Donc, pour dire qu'il se passe beaucoup de choses dans des choses qui transitent par ces bases américaines. C'est ça qu'il faut faire très attention. Évidemment, les informations sont difficiles à accéder. Pour ça, voilà. Mais la société civile doit surveiller de près. On a remarqué en Corée qu'il y avait des déchets toxiques qui sortaient par des égouts de base américaine. Voilà, c'est des déchets totalement interdits, des métaux lourds avec, tu vois, il peut y avoir, et puis l'information n'est pas libre de diffuser ce genre de choses, tu vois. J'imagine, oui. Ouais, c'est contrôlé, quoi. Donc, c'est vraiment, il faut une surveillance. Et pour ça, j'allais vous dire aussi, donc, en Corée, dans ces contrats SOFA, effectivement, aussi, on n'a pas de capacité de l'armée nationale pour des opérations militaires sans avoir mis au courant, sans avoir demandé l'autorisation de l'armée américaine, tu vois. Donc, c'est ça. Ouais. Donc, tout ce qu'ils peuvent, c'est des exercices militaires légers, tu vois. D'accord. Mais tout ce qui est important, c'est-à-dire, c'est une réelle colonisation militaire d'un pays. Voilà, donc c'est pour dire que ça rend totalement inopérante l'armée nationale d'un pays. Qui est soumise, totalement soumise aux desiderata américains. Voilà, tout à fait. Tu vois, c'est pour ça qu'on voit que l'armée allemande est en très mauvais état apparemment, tu vois, puisqu'il y a les Américains qui sont basés là. Donc ça fait vraiment chuter la souveraineté d'un pays à tous les niveaux. D'accord. Voilà, c'était pour dire ça. Et puis on doit payer. En plus, Trump à chaque fois qu'il fait les tournées dans ces pays de l'OTAN et d'Asie, il demande de relever les paiements pour le stationnement, tu vois. Parce que ça, c'est des choses qu'il force, évidemment, parce que Trump adore collecter aussi les fonds. Donc, il fait les tours pour ça, pour collecter les fonds.
et il fait des chantages, il fait des Oui. menaces en disant... Il a le cynisme de considérer que l'armée américaine rend un service innocent, alors qu'en Oui, réalité, les États-Unis se servent des pays hôtes comme un moyen éventuellement d'attaquer la Russie et la Chine, oui, sans des mettre en copains, danger, enfin, en essayant d'éviter que la guerre soit portée sur le continent américain. Donc bien c'est sûr. assez cynique, hein, bon, Bah, voilà, hein. comme en ce moment partout, hein, le langage est inversé, hein, de toute façon, tu vois. Donc, ils font semblant qu'ils rendent un grand service à l'humanité, tu vois, partout. Absolument. Voilà. Donc, voilà, ils demandent aussi de relever des fonds de stationnement sans arrêt. Et donc, ça fait partie du chantage, si tu veux. Voilà. Quand Mhm. vous acceptez une base hein, américaine et après, vous êtes le cobaye voilà, de menaces militaires et économiques de toutes sortes. Donc, la Corée a dû payer des frais supplémentaires hein, et j'ai trouvé ça scandaleux. Et puis bon, c'est vrai, une partie de la population est révoltée de voir la soumission du gouvernement. Mais bon, ça passe toujours par le même chantage. Hein. Donc, en Corée, on a eu en plus, on n'avait vraiment pas besoin de ça, mais on a installé l'année dernière avec un nouveau gouvernement, soi-disant de gauche, Mhm. mais quoi, la gauche et la droite n'a aucune différence partout dans le monde maintenant, qui fait qu'on a fait une installation de THAAD. Tu vois ce que c'est? THAAD. Ah oui, les systèmes militaires anti-aériens qui peuvent être utilisés Anti-missile. éventuellement comme... On a fait rentrer ça en 2017. Ça prend une place. En plus, tu leur dégages des places. Tu vois, des milliers de kilomètres, non, pas des centaines de kilomètres libérés. Tu vois, ils sont prêts à délocaliser carrément un village pour installer parce que c'est dans le contrat. D'accord, Quand l'Amérique décide d'installer des armements, tu es obligé de libérer des terrains, tu vois. d'accord. Donc, bon, après une négociation, évidemment, mais bon, et ils ont forcé quand même pour installer cette parapluie, ça s'appelle une parapluie antimissile, Oui, de leur système MD, hein, ça s'appelle. Mais ça a été vendu en plus, donc ils demandent une participation maintenant parce qu'en fait c'est et donc c'est uniquement pour le système antimissile contre la Chine et la Russie, hein. oui, oui, bah oui. Voilà. Mais ça a été installé en racontant que c'était contre la Corée du Nord pour Oui, vous protéger de la Corée du Nord. oui, Tu oui. vois. Mais techniquement c'est impossible. Hein, parce que c'est trop près pour la Corée du Nord est beaucoup trop près pour nous, qui fait qu'en fait il leur faut une distance d'au moins de 200 km ou 300, tu vois, pour avoir une couverture active hein, Mhm. antimissile. Hein. Et puis apparemment ça a été le SAD qui a été installé en Arabie aussi, et puis récemment en Inde, je ne sais plus, et dans d'autres pays, mais en fait c'était une vente, hein, je veux dire. Et puis il paraît que c'est vraiment une méthode dépassée, hein, une technique dépassée. Oui, le concurrent du TAAD ou THAAD, Ouais. je sais plus, c'est le système S300, S400 russe hein, qui fait assez peur aux Israéliens et aux Américains en Syrie. Hein, donc oui, effectivement, il y a de la concurrence et elle est sérieuse, hein, c'est sûr. Oui, qui a l'air beaucoup plus sérieux que leur SAD. Et puis apparemment, j'ai vu des articles absolument aberrants, comme quoi SAD a été testé seulement en terrain de, tu vois, terrain de test, Mhm. et que ça n'a pas marché en fait. Ça peut pas marcher parce qu'en fait, c'est comme si tu lançais une balle contre une autre balle Mhm. et ça peut pas se toucher, tu vois. Et donc, non, mais en fait, tu sais bien qu'il y a une industrie d'armement qui sont prêts à inventer et vendre à des milliards. Donc, Mhm. ils sont capables de faire des propagandes pour n'importe quoi. Donc, des pays qui sont obligés d'acheter ça, c'est vraiment une bêtise. Hein. Je veux dire, ça coûte des milliards. D'accord. Autrement, voilà, pour finir cette partie des bases américaines, c'était pour vous dire que vraiment, nous, on est liés par ces bases américaines, tu vois, dans la politique d'Asie-Pacifique des Américains. Mhm. Et ils ont, en plus, récemment, il y a un mois, ils ont ouvert une nouvelle base navale qui est pour accoster leurs, tu sais, qu'est-ce que c'est, leurs grands bateaux avec, Les porte-avions. voilà, des porte-avions.
Et pour montrer, puisqu'ils sont très tendus avec la Chine, ils ont décidé de faire une démonstration qui fait qu'ils ont invité tu vois, les porte-avions qui sont partout dans le monde, des Américains et d'Australie, Nouvelle-Zélande, qui ont toujours été leurs alliés, hein, du Canada ou je sais plus. Donc voilà, ils ont fait aussi une grande démonstration en prenant une île qui est dans le sud, qui est absolument magnifique. Hein. C'est un petit trésor du pays. Et ils ont réussi à occuper ce port, un port latent, qui est un port national hein, de l'armée de Corée. Ils ont utilisé ça pour faire une grande démonstration, pour montrer c'est vrai qu'il y a énormément de porte-avions hein, dans le Pacifique, hein, des Américains. Voilà. Donc tout ça, ça fait partie d'un cinéma. Je trouve c'est vraiment pour la Chine, hein, pour montrer à la Chine, alors que la Russie et la Chine, je ne suis pas sûre que ça les impressionne tant que ça. Hein, tu vois. Donc, plus maintenant, puisque les porte-avions sont devenus obsolètes, hein, ils sont extrêmement visibles. Et puis fragiles surtout. Hein, et les Russes, comme les Chinois, ont développé des armes qui sont capables de les envoyer par le fond d'une manière assez facile. Donc effectivement, je dirais que c'est, à part fanfaronner, je vois pas tellement l'intérêt d'utiliser des porte-avions, si ce n'est contre des pays de deuxième ou troisième niveau, c'est-à-dire des pays, des puissances moyennes, voire des puissances vraiment des pays émergents, hein, à peu près. Hein. Oui. Oui, je pense. Hein. Je pense aussi que c'est vraiment juste une démonstration, tu vois. C'est pour impressionner des petits pays, tu vois, et puis pour montrer qu'ils ont encore de l'hégémonie dans le Pacifique. Hein, c'est tout. Et hein. ça semble ne plus fonctionner beaucoup, hein, apparemment. Hein. Non, parce qu'on voit beaucoup d'accidents et de techniques, tu vois, problèmes techniques de ces porte-avions. Hein. Récemment, on a vu hein, dans le Pacifique aussi. Donc, ça fait rire beaucoup de monde. Alors que les Russes, oui, je pense qu'ils ont des armes nouvelles hein, qui sont submergées, hein, c'est ça, qui sont submergées, qui se montrent pas et qui sont difficiles à détecter, tout ça. Donc, qui sont surtout des missiles, qui sont essentiellement des missiles hypersoniques. Hein. C'est-à-dire très difficilement qui peut difficilement être intercepté, très difficilement même, donc ça représente un risque énorme. Hein, et la Russie n'est pas très loin de la Corée. Hein, donc, je pense. Je pense donc, a priori, bon, l'hégémonie américaine s'arrête là pour l'instant, mais bon, nous encore, malheureusement, on est attachés avec ça. Voilà. Voilà. Autrement, je voulais vous parler aussi, bon, je sais qu'en Europe, on ne connaît pas tant que ça sur la Corée, les deux Corées d'ailleurs, et je pense que la Corée du Sud, certaines personnes connaissent parce qu'il y a eu pas mal d'échanges quand même économiques, hein, donc la Corée du Sud, mais je voulais vous dire rapidement, c'est la partie un peu des années 70 jusqu'aux années 2000 à peu près, parce que pour vous dire qu'après la guerre de Corée, l'Amérique a monté rapidement donc un régime soumis à leur autorité, si tu veux. Donc tout au long des années 60, 70 jusqu'au 86, on a eu des régimes militaires qui ont été, si tu veux, répressifs. Hein. Répressifs et montés par coup d'État, hein, c'est-à-dire apparemment, il parle de la démocratie, mais tu sais que c'est un miroir inversé quand il parle. De toute façon, il parlait de la démocratie, mais même c'était, voilà, surtout par coup d'État, on a eu des changements de régime qui sont passés comme en Amérique latine, tu vois, dans d'autres pays. Donc, on a eu le président Park, que vous connaissez sûrement, c'est les années 60, 70. Donc, il a occupé le poste pendant 16 ans. 63 à 78, où il a été assassiné par un proche. C'est-à-dire, voilà. Donc, ils étaient tous de l'armée. De toute façon, ils venaient tous de l'armée, c'était un coup d'État. Et après ce régime, on a eu encore des régimes autoritaires. Mais en fait, années 70, 80, tout ça, il y a eu toujours
si tu vois, c'était un régime placé par les Américains, donc c'est des régimes anticommunistes, hein, Oui, farouchement même, c'est ça. farouchement. Donc on a connu ça à peu près 30 ans. Mais pendant tout ce temps-là, il y a eu les contestations sociales et populaires, étudiantines, ça n'a jamais cessé. Puisqu'en fait, l'élection était truquée, tu vois, ils modifiaient la constitution, tu vois, c'était vraiment n'importe comment. Donc, les C'est la preuve, manifestations, ouais, c'est vraiment l'ingérence absolue des Américains dans la politique intérieure de la Corée du Sud, hein. voilà, ça c'est vraiment incroyable, cette ingérence. Donc, il y a eu tout le temps des manifestations violentes, hein, et à travers tout le pays, hein. Et quand il y avait un groupe d'étudiants qui faisaient des études, si tu veux, tu sais, qui discutaient, des groupes d'études, hein, discussions par rapport à la politique, hein, Mhm. souvent ils étaient dénoncés, ou il y avait la police qui débarquait, et on déguisait le procès en procès communiste, tu vois, D'accord. comme quoi que c'était interdit par la Constitution. Donc ils étaient réprimés et même condamnés très très sévèrement. C'est-à-dire il y a eu des condamnations à mort, des choses comme ça, alors que c'était des étudiants. Mais comme ils maintenaient une, voilà, une autorité absolue, si tu veux, sans pouvoir, sans autoriser aucune expression. Oui. Voilà, donc ça a été très violent, années 60, 70. Et finalement, dans les années 80, dans l'année 80, il s'est passé un truc qui était dramatique, hein. Et c'est-à-dire, il y a eu une insurrection populaire dans une ville de province. D'accord. C'est-à-dire, il y a eu tellement d'abus, si tu veux, de ce régime autoritaire. Donc, tu vois, ça touchait réellement la vie de chacun, quoi. Mhm. Parce que tu pouvais aller, un policier pouvait débarquer chez toi pour t'accuser d'une chose que tu n'as pas fait, simplement, tu vois. Mhm. Et en disant que tu étais un espion du Nord, par exemple, tu vois. C'était l'argument le plus courant d'utiliser contre les étudiants et les intellectuels, en D'accord. disant que voilà, vous avez espionné, vous êtes là en espionnage, tu vois. C'était vraiment n'importe quoi. Donc après aucune liberté, tu vois. Du coup, en 80, il y a eu une insurrection populaire très importante d'une ville, hein, qui a été réprimée avec une violence tellement forte, et on a su qu'après, parce qu'ils ont bouclé la ville, l'armée a bouclé la ville, c'est quelque chose d'horrible, hein, Mhm. bouclé la ville, a coupé la télécommunication pendant une semaine. Ah Donc, oui. dans tout le pays, on ne pouvait pas savoir ce qui se passe. Imagine qu'à l'époque, il n'y avait que le téléphone, tu vois. Mhm. Mais ça a été coupé. Donc, c'était pour massacrer une ville, finalement. Et on a su, et puis après, ils ont inventé évidemment des arguments comme quoi c'était une ville infiltrée par la Corée du Nord, avec, tu vois. Mais on ne savait rien ce qui s'est passé. Et au fil des années, on a découvert qu'il y a eu, donc, en quelques années, peut-être 5 ou 6 ans après, on a su qu'il y a eu 4000 morts. Et on a découvert des photos, on a réussi, si tu veux, mais il a fallu vraiment changer de régime politique, hein, pour découvrir la vérité de ce qui s'est passé. Et on n'a pas encore non plus tout fini, tu vois, tout n'est pas révélé encore, tout ce qui s'est passé. Voilà. Donc cet événement a tellement choqué, si tu veux, toute la population du pays. C'est quelque chose où on n'a pas pu supporter, si peu, pendant plusieurs années, au fur et à mesure qu'on apprenait ça, ce qui s'est passé. Mhm. Et alors, par la suite, je pense, donc en 86, il y a eu la mort d'un étudiant qui était aussi euh, emmené par la police et qui a été torturé au service de renseignement, si tu veux. Mais il est mort en 2 jours. Et après, ils ont dû annoncer quand même à la famille, tu vois. Et du coup, ça a démarré une colère populaire, hein, qui a débordé dans toutes les rues et des villes, par les étudiants, les parents, et ça a été très violent. Là, voilà, il y a les photos, donc ça a été, si tu veux, je pense qu'il y a une accumulation des choses, hein. Ça a été le choc, hein, par rapport au massacre
qui s'est passé voilà. Mais les événements que tu décris, Somin fait penser que la Corée du Sud finalement était assez proche du Chili de Pinochet. Hein, Oui, je pense pendant 30 ans, après la guerre de Corée, on a vécu exactement comme l'Amérique latine, hein, voilà. Donc, il y a eu donc en 86 un débordement tu vois, de colère, et qui a été suivi en plus immédiatement par les syndicats et les métiers et même des employés de bureau, et tous les citoyens se sont joints à la manifestation. C'est là où il y a eu vraiment, tu vois, on commence à avoir des protestations en France aussi actuellement là. Donc oui. C'est intéressant, mais ça demande vraiment une adhésion très très importante de toute la population, tu vois. Donc là, ça s'est trouvé. Il y a eu, tout le monde était dans la rue. Parce qu'on a trouvé ça, il y a des limites. Je pense, tu vois, quand on a un régime comme ça, ceux qui sont dans le régime ne se rendent pas compte où sont les limites. Voilà. Oui. C'est là où ils les dépassent, tu vois. Voilà. Eux, ils ne sont pas conscients des limites de la population. Mais la population, à un moment donné, ça a éclaté. Voilà, donc ça a fait plus d'1 million d'étudiants salariés et de citoyens sont sortis dans la rue, et qui fait qu'on a réclamé, si tu veux, bon, effectivement aussi, il y a eu des incidents, évidemment, hein, parce que beaucoup de blessés, tu vois, de part et d'autre, tu vois. Et en fait, le régime a levé les bras quand même en disant, là, on peut pas, il ne pouvait pas contrôler. Il ne pouvait pas contrôler. Donc, ça a débouché, si tu veux, à une nouvelle constitution en 86, qui est très bien faite par les intellectuels de l'époque, hein, et qui est valide encore jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Donc, on a encore cette constitution qui était très, très belle, très belle. Donc, mais qui est toujours jamais respectée complètement, hein, comme en France aussi. Oui. Voilà, donc, et grâce à ça, on a obtenu aussi l'élection directe, hein, parce qu'avant ça, ils ont fait semblant des élections semi-directes, tu vois, et ils ont cherché quoi, des managers. Donc là, on a eu enfin la démocratie directe, hein, voilà, qui fait qu'en 86 seulement, on peut dire que la Corée s'est libérée du joug, hein, si tu veux, des régimes militaires et qui étaient maintenus depuis la guerre, depuis la fin de la guerre. Et tout ça par une volonté américaine. Hein. Ben, bien sûr, et puis des complices, hein. Tu sais, quand c'est jamais tout seul, hein. Les Américains n'arrivent pas tout seuls, hein. C'est parce qu'il y a une complicité dans le pays, voilà. Donc, et parce que la première chose à faire, c'est de préparer le terrain, hein, quand ils arrivent, hein, tu sais. Ouais. Donc, ils sont là, c'est ceux-là qu'on a quand même dégagé en partie, une bonne partie de ça. Mais bon, ça n'a pas suffi. Mais en tout cas, on a eu, si tu veux toucher d'après, je pense qu'il y a eu un moment très propice à ce passage, si tu veux, au régime démocratique, parce qu'il était prévu les Jeux olympiques l'année d'après, en 88, à Séoul. 88, d'accord. Voilà, donc si tu veux, quand il y a des Jeux olympiques avec un événement international, ils avaient intérêt à récupérer très vite, si tu veux, le pays, tu vois, et la situation. Donc, ça a été propice, je pense, pour ça, et qui fait qu'on a eu des Jeux olympiques très, très réussis, parce qu'en fait, c'est un peuple qui se mobilise très facilement, qui est mobilisable, tu vois, pour des buts collectifs, tout ça. Donc, on a maintenu, évidemment, et réussi très bien les Jeux olympiques. Et après ça, de 88, de 86 et jusqu'aux années 96, on a une dizaine d'années de boom économique. Voilà. Donc, tu vois, comme quoi, quand un pays gère d'une façon normale et raisonnablement, que ça peut amener une très bonne économie, parce que, tu vois, c'est tout ce que demandent tous les peuples, hein, c'est-à-dire... Donc, on a eu un boom économique qui fait qu'on a des divers secteurs qui ont été développés très, très rapidement, et construire l'infrastructure, tu vois. Donc, il y a eu
3 années absolument incroyables de 12% comment on dit oui, de gain du PIB. Oui, de croissance, de croissance par an, 12% par an de croissance de 86 à 89. Voilà. Et après, bon, ça a dû descendre à 9, bon, tu vois, 8, ça s'est maintenu bien pendant une dizaine d'années. Donc, cette économie, si tu veux, nationale a été aussi menée par des grands groupes qui sont nés, qui étaient là avant, mais qui ont grandi énormément. Donc, ça s'appelle les eboles en coréen. Et c'est des conglomérats économiques, tu sais, oui. qui étaient aussi un modèle qui vient aussi du Japon, il me semble, hein, dans les années 60, c'est ce qu'ils avaient aussi au Japon, jusqu'aux années 70, hein, et qu'ils ont dissous après. Mais nous, on n'a pas réussi à dissoudre, donc ça s'appelle les conglomérats des eboles qui s'appellent Samsung, Hyundai, Daewoo. Et tu vois. Oui, elles sont très connues, ces sociétés-là, voilà. hein, les trois. Ça, c'est des sociétés qui ont été pilotes, si tu veux, de cette économie galopante, hein, donc pendant une dizaine d'années, avec des industries lourdes. Hein. Donc, on a eu des fleurons de chantier naval et des voitures. Hein. On a commencé à vendre des voitures dans les années 90 et qui étaient vendues un peu partout. Mais c'est vrai, en Europe, on en voit beaucoup moins. Mais on voyait dans certains pays comme la Grèce et surtout c'était exporté aux États-Unis et ça l'est encore un peu, hein, mais bon, c'était surtout il y a une dizaine d'années. Ça a été beaucoup exporté aux États-Unis, Australie, Nouvelle-Zélande, Saudi-Arabie, tu vois. Donc c'est des pays, c'est vrai, quand on vit en France, on ne les voit pas toujours. Hein. Donc il y a une grosse exportation d'appareils électriques, tu vois, donc tout ça. Du textile et puis avec des composants électroniques pour les ordinateurs, tu vois. Oui. Donc, voilà. Donc, ça a été bien démarré comme ça jusqu'aux années 97. Et en 97, il y a une crise de monnaie. Il y a une crise monétaire asiatique. Oui, elle est connue celle-là. Effectivement, on peut résumer cette crise comme étant le retrait du tapis sous les pieds des économies asiatiques. Voilà, des économies montantes. Hein. Et des économies montantes, et je pense qu'ils ont voulu défaire ça. Donc c'est une crise monétaire avec la chute de la valeur de la monnaie nationale, qui était brutale, qui était simplement trafiquée, je pense, hein, par le marché financier. Hein. Et donc il y a eu un manque de devises à ce moment, tu vois. Et donc on a eu vraiment un choc quand même économique hein, sur plusieurs pays d'Asie. Il me semble qu'il y avait la Corée et puis il y avait la Thaïlande. Je me demande s'il n'y avait pas l'Indonésie. Comme tu dis, que c'est aussi pour arrêter, si tu veux, pour stopper l'élan économique de certains pays d'Asie. Et donc c'est pour la première fois, en 97, le Fonds monétaire international s'impose en Corée du Sud. Il me semble qu'il y a eu des prêts bancaires qui ont été accordés à certains pays asiatiques et le prêteur a exigé le paiement immédiat de ces prêts et ça a fait chuter les monnaies et ça a fait chuter les marchés asiatiques. Ben oui, mais c'est ça, c'est le marché financier international peuvent, tu vas faire couler n'importe quel pays comme ça. Hein. Donc c'est ça le danger, quoi. Oui. Donc, c'était un pays qui était en pleine boom économique et donc ils ont voulu stopper ça. Donc, le Fonds monétaire ça rentre pour la première fois en Corée, qui fait que voilà, on est de rentrer dans l'économie néolibérale, les mains liées, les pieds liés, tu vois, avec ses dettes.